Donc merci à tous de vous être inscrits à ce jeudi de la Fédé sur les dépassements et le hors nomenclature. Donc beaucoup d'inscrits ce soir. On vous remercie. On sait très bien que c'est un sujet qui est très d'actualité. Alors pour rappel, donc les jeudis de la Fédé, c'est un webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. Des sujets d'information donc variés et proches de vous. En tout cas, on essaie d'être au plus proche de vous. Donc, c'est présenté par la Fédé. La Fédé, c'est quoi? C'est le premier syndicat représentatif de France, plus grand nombre d'adhérents, avec 7200 kinés adhérents aujourd'hui. Donc, grâce au maillage de la Fédé, on est forcément proche de vous, avec des syndicats départementaux répartis sur tout le territoire. On a un syndicat réformiste, positif, loin du syndicalisme d'opposition stérile. On essaie vraiment d'être force de proposition, car on est convaincu que c'est comme ça que l'on arrivera à faire évoluer et progresser. Et notre objectif, c'est faire bouger les lignes. Donc à FFMKR, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via le congrès et dans les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe animée par les mêmes envies d'aider chaque kiné. Pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour vous faire évoluer notre profession, des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions et également du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des différents ministères. Je vous avoue que c'est pas hyper facile en cette période, mais on y travaille. Un vrai travail de fond porté par une équipe qui croit en ce qu'on défend. À la Fédé, vous êtes soutenu, accompagné, vous avez un accès au club, aux webinaires comme ce soir et un accès privilégié à l'information. La Fédé, c'est aussi la maison des kinés, toute une structure entièrement dévouée aux kinés, des conseils juridiques, comptables, des formations, tout ça dans une seule structure. La Fédé, on est passionné, mais nous sommes surtout organisés pour vraiment faire progresser la kiné. Et donc ce soir, nous allons parler plus particulièrement du DE, du DH, du HN, du HC, pour comprendre et appliquer les dépassements. Alors, on va commencer. C'est un sujet où on a énormément de questions parce que c'est un sujet qui passionne, mais on doit commencer par un petit rappel sémantique. De quoi parle-t-on? Parce qu'on entend vraiment tout et n'importe quoi. DE, c'est dépassement exceptionnel. DH, c'est le dépassement d'honoraires. Le HN, c'est le hors nomenclature. Et le HC, un nouveau venu, c'est le hors convention. Donc, on va expliquer tout ça. Aujourd'hui, ce qui est dans la convention, c'est le DE. C'est un dépassement exceptionnel, un dépassement pour exigence. Donc, qui correspond à une exigence du patient. Et dans ce cas-là, pour une exigence de lieu ou d'horaire, vous pouvez demander un dépassement. On va expliquer plus en détail après. Le DH, c'est un dépassement d'honoraires. C'est différent. C'est pas pour les paramédicaux de manière globale. C'est plus pour les médecins où là, il y a un dépassement d'honoraires. C'est-à-dire qu'en plus de leur honoraire, ils peuvent facturer un dépassement. C'est écrit. Voilà, en supplément de leur consultation. Donc, c'est vraiment un dépassement pur et simple. Il n'y a pas besoin d'exigence, il n'y a pas tellement de conditions. Donc là, on parle bien de dépassement d'honoraires. Ensuite, il y a un terme qui revient beaucoup, qui est connu quasiment de tout le monde, hein, c'est le HN, pour hors nomenclature, parce que pour qu'un acte soit remboursé, il faut qu'il soit dans la nomenclature. Donc, à partir du moment où vous avez un acte qui n'est pas dans la nomenclature, il n'est pas remboursable et on parle de HN, hors nomenclature. Donc, les actes, on va le voir plus en détail après, hein, mais c'est de la prévention ou d'autres choses comme ça. Il y a un petit nouveau qui est venu récemment, le HC, qui est porté, je dois le dire, par des sortes d'influenceurs, en tout cas des vendeurs de formation, qui, pour se démarquer dans le marché, de la vente de formation en ligne, ont décidé d'inventer des termes et ils ont inventé le HC, qui correspond dans leur discours peu ou prou au HN. Et pourtant, hors convention, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, un professionnel est conventionné ou ne l'est pas. Et vous ne pouvez pas, en étant conventionné, faire du hors convention. Ce n'est pas possible. En fait, HN et HC, c'est des termes qui ne devraient pas exister. D'ailleurs, on les retrouve dans aucun texte. Ce qui existe, c'est honoraires remboursables, c'est-à-dire vous avez des honoraires les patients peuvent se faire rembourser, et honoraires non remboursables. Ça, c'est très clair. Donc, à partir du moment où vous êtes un kiné conventionné, vous avez une activité conventionnée et vous ne pouvez pas proposer des soins en dehors de la convention puisque vous êtes conventionné. Par contre, vous avez des soins qui ne sont pas remboursables parce que pour qu'un soin soit remboursable, il faut qu'il soit dans la nomenclature. D'où le terme HN, hors nomenclature, non remboursable. Donc HC, c'est un peu un abus de langage. Voilà, c'était vraiment, pour le coup, et je leur en veux un peu, des vendeurs de formation qui ont sorti ce terme de nulle part pour voilà, pour pouvoir vendre leur formation plus facilement, créer
une énigme et que ça pique la curiosité des kinés, et voilà. Donc vraiment, le HC, ça n'existe pas, c'est du HN, mais ce qui existe vraiment, c'est des honoraires remboursables et des honoraires non remboursables. Et on va voir un peu en détail après tout ça. Donc tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes un professionnel conventionné, donc là je vous ai sorti le texte de loi pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que normalement quand vous êtes normalement, vous êtes un professionnel conventionné, et il est très clairement écrit dans le Code de la santé publique que en tant que professionnel de santé lié par l'une des conventions, vous ne pouvez facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée, et vous ne pouvez exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que professionnel conventionné, vous devez respecter la convention et vous ne pouvez pas pratiquer des dépassements qui ne sont pas prévus par la convention. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est le Code de la santé publique. C'est le cadre général. Et dans notre convention, qu'est-ce qui est prévu? Donc, il faut savoir que pour les kinésithérapeutes, donc la convention, elle est signée depuis très longtemps, 2003, si je ne fais pas d'erreur, mais il y a l'avenant 5 qui se substitue à la convention, donc qui a remplacé la convention. Donc, le texte de référence, c'est l'avenant 5. Et l'avenant 5 parle des dépassements exceptionnels. Ils sont définis à l'article 4.11 de l'avenant 5. Et qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Il nous dit que le kinésithérapeute s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu, dues à une exigence particulière du malade. Donc, c'est-à-dire que c'est le patient, le malade, qui demande, qui exige une circonstance particulière de temps ou de lieu. On va détailler ça un petit peu après. Et donc le texte précise un soin donné à une heure fixe ou en dehors de l'horaire normal d'activité du masseur-kinésithérapeute, ou alors un déplacement anormal imposé au kinésithérapeute à la suite du choix par le malade du masseur-kinésithérapeute éloigné de sa résidence. Voilà, donc ça c'est le texte qui définit ce qu'est le DE. Donc en cas de dépassement du tarif, en cas de DE, le kiné fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif du DE, lieu, horaire. Les parties sont signataires à mettre les contrôles nécessaires, etc. Et le kiné ne peut appliquer les dispositions de la convention concernant les DE aux patients bénéficiaires de l'ACS, qui est devenu la C2S, et aux patients qui ont la CMI. Et le DE ne peut être utilisé en dehors de ces cas prévus à la Convention. Voilà le texte de référence concernant les dépassements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, le DE, le dépassement exceptionnel, il doit apparaître sur la feuille de soins. Ça, c'est la première chose. Il doit être fixé avec tact et mesure. Alors, le tact et mesure, c'est quelque chose qui n'est pas défini. Il n'y a pas un chiffre précis, etc. Il y a quelques jurisprudences qui existent, notamment côté médecin, mais on ne peut pas tellement s'y référer. Faut savoir que si vous allez à 2 fois, 3 fois le montant d'une séance, on est un peu loin du tact et mesure. Vous avez une séance à 16 euros et vous faites un dépassement de 50 euros. Voilà, attendez-vous à ce qu'on vous reproche de ne pas respecter le tact et mesure. Pour autant, le texte ne le définit pas expressément clairement. Il faut toujours faire attention au refus de soins discriminatoires. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire que vous pouvez pas sélectionner les patients auxquels vous faites un DE, auxquels vous faites pas un DE. C'est-à-dire si vous décidez que je prends quelque chose de complètement aberrant, mais vous après vous le transposerez comme vous voulez, mais vous pouvez pas décider que les gens qui ont des chaussures bleues, vous leur ferez un DE, et les gens qui ont des chaussures blanches, vous leur en ferez pas. Voilà, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde en fait. Vous pouvez pas discriminer les personnes à qui vous ferez un DE, à qui vous n'en ferez pas. Parce que pour le coup, ça pourra vous être reproché très clairement. Enfin, et ça, Steren le détaillera un peu après, mais la Convention dit qu'on ne sanctionne pas tout de suite les kinés, mais la CPM doit alerter, leur donner un mois pour changer leur pratique. Donc voilà, le DE, c'est très encadré, même si on sait qu'il existe des tolérances locales, c'est très encadré et c'est très fixé par le texte. Concrètement, on va voir quelques exemples. Alors, par exemple, si vous avez un patient qui souhaite absolument venir au rendez-vous à 8 heures du matin ou à 19h30 le soir, parce que c'est ça qui l'arrange, il se lève tôt le matin ou c'est après son travail, il veut absolument venir à ces horaires-là, le DE est possible parce que le patient exige un horaire fixe, un horaire précis, qui peut-être en plus est en dehors de vos horaires normaux d'ouverture. C'est-à-dire, vous avez affiché dans votre cabinet que le cabinet il est ouvert de 9h à midi et il vous demande un rendez-vous à 8h30. C'est en dehors de vos plages d'ouverture habituelles. Vous pouvez le recevoir à 8h30 et vous pouvez demander un DE.
Le patient souhaite absolument un rendez-vous à 11h30 et pas un autre horaire, parce que 11h30, c'est juste après son atelier couture, je sais pas, je dis n'importe quoi, et ça l'arrange bien de venir à 11h30. Pareil, il veut absolument un horaire. Le DE est possible puisque le patient exige un horaire. Autre cas, le patient souhaite que la rééducation se fasse à domicile, alors que médicalement ce n'est pas justifié. Dans ce cas-là, pareil, vous pouvez demander un DE pour exigence de lieu. Pareil, et le montant, c'est vous qui décidez de quel montant. Dans le même ordre d'idée, je ne l'ai pas écrit, mais il y a un patient que vous suivez depuis longtemps, qui a déménagé, vous le voyez à domicile, il a déménagé, il habite plus loin, et c'est hors de votre secteur où vous faites les domiciles d'habitude. Il veut absolument que vous veniez à domicile, vous et pas un autre kiné. C'est possible de faire un DE dans ce cas-là aussi. Autre cas de figure, vous, kiné, vous facturez un dépassement pour les rendez-vous que vous prenez après 17 heures. Là, le DE n'est pas possible parce que l'exigence d'horaire ne vient pas du patient, mais c'est vous. Vous avez décidé qu'au-delà de 17 heures, euh, tous les patients après 17 heures, c'était un DE. Voilà, c'est pas légal. Il faut vraiment que l'exigence vienne du patient. Donc voilà pour le DE, le cadre du DE. Donc là, vous avez bien compris, je vous explique le cadre. Après, on pourra discuter, échanger sur. N'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de démarrer. Vous avez un onglet Q et R en bas du webinaire pour questions et réponses. Vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet Q et R et on prendra le temps à la fin de nos présentations de répondre aux questions. Tout ce qui est dans le chat, c'est pour discuter entre vous, mais nous, on n'ira pas regarder. C'est vraiment l'onglet Q et R. Vous posez vos questions dans l'onglet Q et R et nous, on prendra le temps à la fin pour répondre à ces questions-là. Je vous invite à attendre un peu la présentation parce que peut-être que les réponses viendront au cours de la présentation et du coup, on n'aura pas besoin de répondre aux questions que vous posez. On va passer du coup à la section hors nomenclature, HN. Moi, c'est un thème que j'aime bien parce que je trouve que c'est très concret. Même si c'est un terme qui n'existe pas, c'est plus concret que le HC ou une horaire non remboursable, donc le HN hors nomenclature. Donc NGAP, nomenclature générale des actes professionnels. Il faut savoir que depuis 2004, les actes qui sont pris en charge par l'assurance maladie doivent être inscrits sur la liste des actes et prestations, donc sur la NGAP. L'acte n'est pas dans la NGAP, il n'est pas remboursable, pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est pour ça qu'on parle des actes hors nomenclature. Alors, vous, en tant que kiné, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les conditions pour faire du hors nomenclature? Il y a deux conditions. La première chose, c'est que ce soit de votre compétence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la plomberie et facturer ça comme du hors nomenclature. Vous êtes kiné avant tout, donc parce que ce soit inscrit dans votre décret de compétences. Et que ce soit évidemment conforme à la déontologie, évidemment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer des choses qui ne sont pas fondées sur les données actuelles de la science, puisque ne respectent pas le code le code de déontologie. Donc les actes hors nomenclature, comme on l'a vu juste avant, ne sont pas remboursables par la sécurité sociale puisqu'ils ne sont pas dans la NGAP. Le tarif des actes hors nomenclature doit être fixé avec tact et mesure. C'est écrit également dans le code de santé publique, mais c'est pareil, c'est pas défini. Donc en fait, vous êtes un peu libre de vos tarifs. Et les honoraires non remboursables ne doivent pas figurer sur la feuille de soins. Donc, quand vous facturez un hors nomenclature, ça n'apparaît pas sur la feuille de soins. Vous devez vraiment faire une facture à part. Alors, quelques exemples d'activités hors nomenclature. Il y a la prévention, qui aujourd'hui n'est pas dans notre nomenclature. Donc, tout type d'activité de prévention, hein. Les activités de bien-être, d'entretien, de gym d'entretien, par exemple. Et toutes les activités esthétiques aussi ne sont pas dans la nomenclature. Tout ce qui est bien-être, voilà. Quand vous faites un acte hors nomenclature, c'est vraiment un acte différent d'un acte de soins conventionné. Donc, si vous facturez un acte hors nomenclature le même jour qu'un acte conventionné, il faut évidemment mettre en évidence qu'il y a bien un acte complémentaire, différent, distinct, qui ne vient pas impacter la durée de l'acte conventionné que vous avez fait auparavant. D'accord? Et très concrètement et très facilement, vous avez un patient pour une entorse de cheville, vous lui faites sa séance pour l'entorse de cheville, et il vous demande, je dis ça n'importe quoi, mais il vous demande un massage bien-être après. Mais après avoir fait sa séance pour sa cheville, vous pouvez très bien facturer un hors nomenclature pour une séance de massage bien-être différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, même pour le DE d'ailleurs, vous êtes obligé de faire un devis à partir du moment où vous avez plus de 70 euros d'actes hors nomenclature, que ce soit ponctuel ou pour une série.
D'accord? Si vous faites deux actes hors nomenclature qui sont prévus de 40 euros, ça fait 2 fois 40, 80. Donc, vous devez avoir fait un devis avant pour toute la série que je proposez. Il faut savoir aussi qu'il y a des actes de soins qui aujourd'hui ne sont pas couverts par la NGAP et pour lesquels vous devez passer par leur nomenclature, comme la réadaptation cardiaque. C'est dans notre décret de compétences, mais pour autant, il n'y a pas d'acte dans la NGAP aujourd'hui. Le traitement des cicatrices, il n'y a pas d'acte dans la NGAP non plus. Ce qu'il est possible de faire, et je vous le mets plus en indication, mais vous irez voir dans la NGAP parce que c'est un peu complexe, mais il y a l'article 4 des dispositions générales dans ces cas-là, qui s'appelle la cotation par assimilation, qui permet, quand un acte ne figure pas à la nomenclature, de prendre un acte similaire et, avec une demande d'accord préalable, d'utiliser la cotation de cet acte similaire pour cet acte qui n'est pas la NGAP. Par exemple, quelque chose qui peut se faire, vous avez de la rééducation respiratoire sur un patient BPCO, mais qui n'est pas en ALD BPCO, mais pourtant il remplit beaucoup de critères pour avoir une rééducation BPCO ARL 20 ou ARL 28. Mais il n'est pas en ALD BPCO, donc vous ne pouvez pas facturer l'acte BPCO. Vous pouvez, si vous voulez, demander un remboursement par assimilation. Donc vous faites une DAP, vous expliquez pourquoi vous voulez utiliser cette cotation, et l'assurance maladie doit vous répondre pour dire oui ou non. Et si elle vous répond pas d'ici 15 jours, ça veut dire oui. Par contre, dès qu'elle vous répond, vous devez respecter sa réponse. Vous pouvez faire ça pour la respi, par exemple, pour la réadaptation cardiaque, vous dites bah, je vais faire du TER 949 ou etc. Enfin, vous demandez une cotation par assimilation, c'est tout à fait possible. Quelques exemples. Donc, un patient a une prescription de rééducation à l'effort. La rééducation à l'effort en tant que telle n'est pas dans la nomenclature. Donc, le HN est possible car ce n'est pas dans la NJAP. Le kiné vous propose une séance de prévention en supplément de votre acte de soins. C'est possible, à condition, même au-dessus d'ailleurs, hein, de faire un devis si c'est supérieur à 70 euros pour la série, que c'est accepté par le patient, évidemment, et bien mettre en évidence que c'est distinct de l'acte de soins si vous faites un acte de soins le même jour. Voilà grosso modo les conditions pour facturer du HN du en nomenclature. Vous avez tout un champ des possibles qui s'ouvre à vous et qui peut vous permettre voilà, de développer des activités différentes en ayant une activité conventionnée d'un côté dans la nomenclature et une activité hors nomenclature différente pour vous épanouir dans d'autres compétences que le soin pur. Et je vais passer la main à ma collègue Stérène qui va vous parler un petit peu des risques. Bonsoir, donc Stern Welch, je suis déléguée au contentieux à la FFMKR et c'est pour ça du coup que je vais vous présenter cette partie-là. Donc quand on parle de DE et de HN, quels sont finalement les principaux risques auxquels un kiné peut être exposé? En fait, il y en a vraiment essentiellement deux. Il y a les contrôles effectués de la part des CPM parce que la pratique s'est un peu généralisée dans leur territoire et qu'ils ont eu des remontées dans ce sens-là. Et sinon, ben, c'est des problèmes qui viennent suite à des plaintes des patients. Thomas, j'ai pas la main. Est-ce que tu peux faire changer les slides? Voilà. Alors, concernant ce qui est de la CPM, par rapport à la procédure conventionnelle, les sanctions, en fait, en cas de non-respect des règles conventionnelles, elles sont prévues clairement dans l'avenant 5. Donc, contrairement aux indus habituels pour des erreurs de cotation, des surfacturations, etc., où on reçoit parfois des constats d'anomalies, avec après une notification d'indu ou directement la notification qui nous demande de rembourser des sommes, là, dans le cas du DE, c'est pas du tout ce cas de figure-là. On est vraiment dans le cas d'un non-respect des règles conventionnelles et dans une procédure du coup particulière. C'est-à-dire que même si vous mettez à pratiquer du DE et que la caisse considérerait que votre usage est anormal, vous n'auriez pas de notification d'indu avec une demande de remboursement des DE que vous avez pratiqués. Donc, comment ça se passe dans ce cadre-là? Donc, dans le cas de l'utilisation abusive du DE, donc qui fait partie des non-respects des règles professionnelles, ça rejoint aussi tout ce qui est application de façon répétée de tarifs supérieurs à des tarifs opposables. Parfois, certains usages du DE se rapprochent d'ailleurs plutôt de cette façon de procéder que d'un DE réel.
Donc, dans ce cas de figure-là, les sanctions encourues par le kiné sont une interdiction temporaire ou définitive d'appliquer le DE, une suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement social du professionnel. Et donc ça, c'est nos avantages conventionnels, hein. La suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Donc cette suspension, elle intervient de façon temporaire ou alors pour la durée d'application de la convention. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une sanction conventionnelle de cet ordre-là, pendant tout le temps où vous êtes mis hors convention, vous ne pouvez pas être remplacé et vous ne pouvez pas avoir de remplaçant. Donc là, pour le coup, on ne vous demande pas de rembourser des indus, mais par contre, il y a quand même une vraie sanction financière, parce que si vos patients, pendant une période donnée, n'ont plus de soins remboursés, ben, soit vous avez de la chance d'avoir une patientèle aisée et qui va accepter de financer les soins, soit vous risquez quand même d'avoir une sacrée baisse de vos activités pendant la période de la sanction. Thomas, tu peux changer. Donc, on a comme ça, par exemple, l'exemple parisien, parce que Paris, effectivement, a une tolérance pour l'usage du DE qui dure depuis plusieurs années, qui était justifié par le coût de l'immobilier, le coût de la vie parisienne, même si effectivement maintenant on pourrait clairement débattre parce que les autres grandes villes commencent à avoir exactement les mêmes problématiques et que l'usage du DE ayant perduré sans sanction, ben, c'est généralisé un peu dans la France entière, sachant aussi qu'on est dans un contexte conventionnel très limité actuellement et que tout le monde cherche une solution pour s'en sortir. Donc ce qui s'est passé à Paris, c'est qu'ils ont reçu plusieurs courriers. Ils ont reçu un premier courrier qui était un courrier de rappel à la règle, où là, on leur a exposé quel était le bon usage du DE, du HN et exactement les textes que Thomas vous a présentés en amont. Ensuite, ils ont reçu un deuxième courrier. Donc là, le courrier était beaucoup plus ciblé. Concernait les statistiques individualisées du kiné qui était destinataire. Là, ça veut dire que le kiné avait été repéré comme vraiment ayant un usage anormal du DE du point de vue de la caisse. Derrière, les kinés ont reçu un troisième courrier, donc cette fois en lettre recommandée avec accusé de réception. Donc là, c'est vraiment les kinés qui avaient une activité vraiment excessive au niveau de la caisse. Donc la caisse a ciblé ces courriers-là. Ce qu'ils estimaient une pratique excessive, c'était soit sur un volume du DE par rapport à la patientèle qui était très important, et donc là, ils mettaient en cause le côté systématique d'application du DE. Parce que Thomas vous a dit, ça ne peut pas être de façon systématique. Donc, s'il remarque que vous avez un DE sur chacun de vos patients ou quasiment, forcément, ça coince. L'autre pratique excessive qui était repérée, c'était effectivement le non-respect du tact des mesures. Parce qu'effectivement, si vous avez une séance qui est de l'ordre de 16-17 euros et que, comme vous disiez Thomas, vous appliquez un DE de 50, ça paraît excessif. Sachant que dans ces cas-là, certaines caisses suspectent aussi que, pour partie, certains de ces kinés, en fait, auraient pratiqué des séances, en fait, d'ostéopathie sous couvert de prescription médicale. C'est-à-dire, au lieu de faire une séance d'ostéopathie avec un financement complet par le praticien, ils auraient fait une partie séance de kiné, donc sécurité sociale remboursable, et une partie, finalement, qu'ils auraient étiquetée en DE, mais pour couvrir en fait le reste du montant de la séance. Donc, il y a eu dans ces cas-là quelques déconventionnements temporaires qui ont été prononcés pour les kinés qui avaient vraiment une pratique complètement hors norme et largement supérieure à la moyenne des confrères du territoire. Donc, quand vous avez comme ça quelque chose d'excessif au niveau du DE, là, c'était l'exemple parisien, mais en général, vous commencez par recevoir en réalité un avertissement en recommandé, accusé de réception, qui vous informe en fait des faits qui vous sont reprochés. À l'issue de ce courrier-là, vous avez un mois pour effectuer un changement de votre pratique. Derrière, la caisse re-questionne, elle regarde si vous avez modifié votre pratique ou non. Si vous n'avez rien changé, vous recevez un courrier de constat, un relevé de constatation, pareil, en recommandé, et la CPD est avertie en fait des courriers qui sont envoyés et des kinés qui sont destinataires. De la même façon, si dans l'année qui suit, vous reproduisez les mêmes erreurs de la part de la caisse, vous recevez le même envoi pour la même procédure d'avertissement. Quand vous recevez ça, le relevé de constatation, vous avez un mois pour faire des observations, être entendu, éventuellement
la CPD peut vous recevoir, vous pouvez être accompagné soit d'un représentant syndical, soit d'un avocat, etc. Et la CPD a ensuite 60 jours en fait pour émettre un avis sur les dossiers. Et la caisse ensuite se prononce pour elle et les autres caisses sur une éventuelle sanction. Les sanctions étant ce qu'on a déjà évoqué plus haut. Donc ce n'est pas un remboursement des DE qui ont été appliqués sur telle période, c'est plus une sanction soit au niveau finalement du financement de vos cotisations sociales, soit une interdiction de pratiquer le DE ou un déconventionnement temporaire. Au niveau des plaintes des patients, il y en a quand même pas mal qui commencent à remonter. Donc les patients s'adressent soit au CPAM, soit au Conseil de l'ordre en fonction de l'interlocuteur qui pense être le bon. Et ce qu'on a remarqué dans les dossiers dont on a pu avoir connaissance, on n'a pas forcément eu connaissance de tout ce qui se pratique, mais ce qui nous est remonté, les différents motifs qui revenaient, c'était des DE qui ont été appliqués à des patients bénéficiaires de la CMU. Ça, c'était des plaintes au niveau du conseil ordinal et absence de devis. C'est-à-dire que, comme vous disait Thomas, si vous faites du HN, parce que là c'était pour un cas de HN, le devis est systématique à partir de 70 euros. Si vous ne faites pas le devis, il y a un défaut d'information. Or, l'article L 1111-3 du Code de la santé publique impose en fait à ce qu'il y ait une information sur les tarifs auxquels le patient s'expose. Et si vous êtes sans devis, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez finalement donné cette information, sans compter que le devis est obligatoire. Donc derrière, les kinés qui se sont retrouvés avec une plainte de cet ordre-là, de même que ceux avec la CMU, finalement n'ont pas eu d'autre choix que de rembourser le DE qu'ils avaient appliqué, et pour les kinés pour lesquels les devis n'avaient pas été faits, de rembourser l'intégralité des soins. Ça a été une façon aussi pour eux d'éteindre la procédure, parce que s'il n'y avait pas eu finalement de conciliation de cet ordre-là, et d'accord avec les patients plaignants, c'était des dossiers qui montaient en chambre disciplinaire. Et du coup, avec éventuellement, pour le coup, des sanctions ordinales qui auraient pu s'appliquer au kiné. Sachez que quand on vous rabâche aussi ces obligations-là, notamment celle du devis, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est parce qu'en fait, si vous remplissez pas cette obligation-là, vous vous mettez en défaut. Et il faut savoir aussi qu'il y a des patients qui connaissent parfaitement cette obligation de devis et qui en jouent. On a vu des dossiers avec des kinés qui avaient fait des séances de drainage lymphatique suite à des opérations esthétiques, pour lequel le kiné avait clairement expliqué que ça ne rentrait pas dans le cadre de la NGAP, que c'était des séances en hors nomenclature. Les tarifs avaient été donnés à l'avance. La patiente, en l'occurrence, c'est la championne là-dessus, avait effectué plusieurs séries de séances. Donc elle avait effectué une première série, elle avait réglé, elle était revenue plus tard, elle avait refait une série de drainage de confort. Et au final, elle s'est rendue compte que finalement, il n'y avait jamais eu de devis et elle a demandé l'intégralité du remboursement des soins. Donc la kiné qui a fait ses séances en HN, en conscience, avec des séances voilà, tout à fait de qualité, enfin la patiente n'avait rien à lui reprocher là-dessus, a été quand même obligée de rembourser l'intégralité de son travail. Donc il y a aussi des interrogations sur les... Hop, tu peux remonter. Sur les tarifs. Donc, quand les patients s'interrogent sur les tarifs, par exemple pour des HN systématiques sans justification, etc., ben, s'ils se questionnent, ça arrive qu'ils appellent les CPAM ou les conseils de l'ordre et que du coup, ça attire l'attention sur votre dossier. Voilà, tu peux passer maintenant, Thomas. Donc, par rapport à tout ce que Thomas vous a dit et par rapport au dossier qu'on a pu remonter, s'il fallait faire un peu un point de synthèse pour vraiment éviter les procédures et les ennuis, ça va peut-être être de la répétition, mais c'est vraiment des choses qu'il faut que vous ayez vraiment en tête. Vous ne faites pas de DE chez un bénéficiaire de la CMU, c'est interdit. Par contre, vous pouvez le faire chez un patient en ALD. C'est pas parce que le patient il a une maladie chronique que s'il a une exigence horaire sur ses séances parce qu'il veut venir tous les lundis à 15 heures parce que c'est le seul créneau pour lequel le VSL peut l'amener, il vous bloque. Là, vous pouvez lui appliquer un DE parce qu'il y a une exigence horaire de sa part. Par contre, voilà, les CMU, là, c'est des problèmes financiers, vous ne pouvez pas. Éviter le DE systématique. Il faut savoir que là, le taux de DE qu'il considère acceptable est CPM dépendant. Il y a des caisses qui considèrent que ces histoires d'exigence horaire, ça représente à peu près 30% de notre patientèle et qu'au-delà, ça intrigue.
Il y a des caisses qui sont plutôt sur 15%. Bon, d'où elles sortent ces chiffres? Franchement, c'est une évaluation à la louche, il n'y a rien dans les textes et c'est vraiment en fonction des directeurs. Faites attention donc au respect du tact et mesure, sachant que le tact et mesure n'est pas défini, ne veut pas dire grand-chose, mais effectivement, il ne s'agit pas de tripler, quadrupler, quintupler le prix de la séance de kiné de départ. Ça paraîtrait excessif. Le devis préalable, donc Thomas en a parlé, moi aussi, vraiment, au-delà de 70 euros, il est vraiment important de le faire. Vous le faites signer par le patient, vous le faites en double exemplaire et vous en conservez précieusement une copie. Vous ne faites pas d'acte, ça part à des techniques illusoires pour être sûr d'être en dehors de la convention, parce que ça, c'est une obligation ordinale. Et là, vous pourriez également être sanctionné si vous éloignez sur des pratiques un petit peu ésotériques ou farfelues. Vous évitez aussi le paiement en liquide non déclaré. Il y a des kinés qui utilisent enfin, qui pratiquent du HN de façon systématique, qui en réalité n'est pas un HN, qui n'est pas un DE non plus, mais qui demande comme ça 5 euros en supplément à chaque séance et qui demande à ce qu'il soit en liquide. Alors sachez que ça, c'est pareil, c'est des informations qui seront montées aux caisses. Elles cherchent à repérer les kinés qui pratiquent de cette façon-là. Et les caisses ont prévenu que là, non seulement ça intéressait la Sécu, mais que ça intéresserait également le fisc et qu'elles se feraient un plaisir de transmettre les dossiers. Sachez aussi que dans le cadre des contrôles et de la lutte contre la fraude, les moyens d'enquête des CPAM sont assez élargis dorénavant et qu'en plus, ils communiquent avec le fisc, avec l'URSSAF. Donc parfois, les dossiers sont recoupés. Faites également du coup attention aux affichages dans les salles d'attente et aux mentions sur les sites internet. Si vous inscrivez directement sur le site internet que vous faites du DE ou que le prix de la séance il est de temps, ou pareil dans la salle d'attente, ça c'est des choses que les caisses peuvent facilement voir. Sachez aussi qu'elles envoient parfois des sortes de patients témoins quand elles ont des doutes, ou que les salariés de la caisse sont parfois eux-mêmes des patients qui peuvent être parfois surpris de nos affichages, prendre des petites photos et après ça se retourne contre vous. Donc, pas de DE en dehors des exigences de lieu, de temps. Et ça, c'est valable aussi pour le HN, c'est que ces deux formulations-là ne peuvent pas servir à rémunérer, peu importe comment on tourne les choses, une formation supplémentaire que vous avez pu faire, une spécificité d'exercice, du matériel onéreux, ça, c'est pas possible. L'acte, il est soit dans la convention, soit il l'est pas. Le DE, c'est dépassement exceptionnel, mais vous pouvez le remplacer par dépassement pour exigence. C'est les mêmes initiales, ça marche aussi. C'est vraiment le lieu, le temps et la part du patient. Et le HN, il faut vraiment que ce soit quelque chose, c'est pas un rajout sur un acte conventionné, il faut que ce soit quelque chose à part, sur quelque chose qui ne peut pas être rattaché à la convention et avec un temps dédié, qui n'empiète pas sur le temps de votre séance. Donc ça, vraiment, il faut que vous l'ayez bien en tête. Merci Steren pour cette présentation. Donc voilà, on vous a bien présenté le cadre du DE et du HN. J'espère que vous n'avez pas trop le blues. On est obligé de vous faire ces rappels pour que vous exerciez en toute sécurité. Et on a bien compris, nous, à la FM Care, surtout avec les remontées de terrain qu'on a, les nombreuses questions qu'on a, les nombreuses interrogations, que le cadre aujourd'hui, il n'est pas adapté. Et c'est pour ça que on a voté lors du dernier congrès de la FM Care qui a eu lieu à Valence en juillet. Mais il y avait déjà eu des motions un peu dans ce sens-là quelques années auparavant, que le cadre sur les dépassements d'honoraires. Alors nous, alors j'ai écrit dépassement d'honoraires, mais on va plutôt parler de complément d'honoraires. Euh, que ce cadre doit évoluer parce que il n'est pas acceptable qu'il y ait des tolérances à un endroit et qui sont différentes à un autre endroit et qui sont absolument absentes ailleurs. En fait, on a une convention qu'on signe de façon nationale qui s'applique, qui doit s'appliquer à notre sens partout de la même façon parce que on est tous kinés, on a le même diplôme, on a la même convention. Il n'y a pas de raison que les règles s'appliquent pas de la même façon pour tout le monde. Et c'est pour ça que on a voté une motion en juillet dernier pour faire évoluer les règles de dépassement d'honoraires, de complément d'honoraires. On a bien fait le constat que financièrement, pour l'État, pour le gouvernement, pour la CNAM, c'était compliqué. Vous avez bien compris qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Vous avez bien compris qu'ils allaient augmenter les contrôles. Steren vous l'a dit, ils ont augmenté leurs moyens de contrôle, de vérification. Enfin, tout ça augmente, etc. Et c'est le sens de la motion qu'on a votée.
Et donc, une motion, c'est le congrès qui décide. Donc, l'ensemble des kinés représentés par les départements en congrès, on décide de voter cette motion. Et donc, nous, au sein le Conseil fédéral, le conseil d'administration de la FFMKR au niveau national, on porte maintenant cette motion et on va essayer de la faire appliquer. Et c'est ce qu'on porte auprès des institutions, des ministres, etc., pour faire évoluer le cadre. Et je vous la lis, comme ça, ce sera très clair. Donc, réunie en congrès national ordinaire le 27, 28 et 29 juin 2025 à Valence, la FFMKR mandate le Conseil fédéral afin de travailler en lien avec les pouvoirs publics à la possibilité pour les kinésithérapeutes de facturer un complément d'honoraires déterminé avec tact et mesure par les professionnels qui souhaiteraient l'appliquer avec les lignes rouges suivantes. C'est-à-dire, ce complément d'honoraires ne devra pas directement ou indirectement pénaliser les patients les plus fragiles et ce complément d'honoraires ne devra pas, pour son application effective, être soumis à la publication de textes réglementaires autres qu'un avenant ou une convention nationale signée avec l'assurance maladie. Voilà, vraiment le sujet, c'est, on a bien compris que l'EDE aujourd'hui, l'EDE, il est très cadré, exigence de temps ou de lieu de la part du patient. C'est tout ce qui est permis pour nous. Nous, ce qu'on demande, c'est la possibilité de faire un complément d'honoraires, une sorte de dépassement d'honoraires officiel, cadré, parce qu'on a bien compris que s'il n'était pas cadré, on risquait pas de l'obtenir. On a les associations de patients derrière qui surveillent tout ça. La CNAM, elle a quand même une mission de service public, donc elle protège les personnes les plus fragiles, les patients qui ont la CMU, la C2S par exemple. Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on demande. On a eu l'impression qu'il y avait une petite porte qui s'était ouverte puisque enfin, vous l'avez bien compris, hein, ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce serait les complémentaires santé qui pourraient le prendre en charge. Donc, entre guillemets, la Sécu est pas tellement concernée, mais bon, pour l'assuré social, ça a un impact quand même. Donc, voilà pourquoi on milite et ce qu'on essaye d'obtenir. Depuis juillet, on rabâche, on rabâche, on rabâche, on rabâche. On espère que ça va passer pour que ce soit partout pareil, que tout le monde ait les mêmes possibilités de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je travaille à Lyon-dans-l'Aisne. L'immobilier, c'est pas le même qu'à Paris. J'aurais peut-être moins besoin de faire de déplacements, mais si je veux, je pourrais le faire plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment exigence de lieu d'horaire. Je vous invite vraiment d'ailleurs, quand vous facturez un DE pour une exigence, de le noter quelque part, même de faire signer la facture avec écrit exigence d'horaire, par exemple, dessus au patient. Voilà, pour vraiment bien tracer tout ça. On arrive au terme de la présentation. J'ai vu qu'il y avait déjà une vingtaine de questions dans le QR et on va pouvoir commencer à y répondre tranquillement. Donc, qui règle les DE? La sécurité sociale, le patient ou la mutuelle? Alors, c'est le patient qui les règle. C'est pas pris en charge par la Sécu, mais il y a certaines mutuelles qui les remboursent. Là, sachez aussi que les mutuelles, jusqu'à présent, il y avait quand même plutôt un bon remboursement. Mais comme la multiplication des DE s'est fait, certaines mutuelles ont commencé à tiquer un peu sur les DE et les DH des kinés. En fait, il y a des zones où c'est le dépassement, c'est tous les professionnels en font à Paris, donc les mutuelles sont plus à peu près adaptées. Donc vous le voyez, il y a des taux de remboursement, souvent c'est 100% écrit, ça veut dire qu'ils remboursent 100% du tarif Sécu. Et certaines complémentaires, il y a écrit 150 ou 200%. Et 200%, ça veut dire qu'ils remboursent jusqu'à 2 fois le prix d'une séance conventionnée. Mm. Hello, si ton honoraire de fin de journée c'est noté 17 heures, tu peux compter un DE à tous les patients après 17 heures? Alors 17 heures, ça paraît un peu tôt pour un libéral, parce que dans ces cas-là, on peut très bien afficher dans la salle d'attente qu'on bosse de 9 à 10 et tous les horaires qui seraient avant 9 heures et après 10 heures seraient du coup susceptibles de faire l'objet d'un DE. Non, là, c'est pas une exigence du patient. Si vous commencez à mettre du 17 heures et que de façon habituelle, vous finissez toujours à 19 heures en disant tous ceux qui viennent après 17 heures, je leur mets un DE, non, ça ne colle pas. C'est pas une exigence pour le coût du patient. Il faut vraiment qu'il y ait un moment où tu as les horaires habituels, tu finis en général à 18 heures, et une Un fois, extra. ça sera, de temps en temps, ce sera à 18h30, de temps en temps, ce sera à 19 heures. Mais il ne faut pas que ce soit de façon répétée et systématique finalement, parce que si ça devient systématique, finalement, tes horaires habituels de fermeture du cabinet sont décalés. Et deviennent normaux. Comment prouver que le patient exige un horaire particulier dans le cadre du DE? Ben, comme disait Thomas, hein, quand il le paye, son DE, ça figure dans sa feuille de soins. Il est censé avoir l'information qu'il a du coup ce supplément et il est censé savoir pour quel motif ça s'est appliqué, en l'occurrence une exigence de sa part. Donc,
C'est vrai que quand un patient exige de venir, par exemple, tous les lundis à 15 heures, vous lui expliquez que dans ces cas-là, vous allez lui mettre un DE, il l'accepte, et du coup, il n'est pas étonné quand il a sa feuille de soins. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment en plus sécuriser, comme disait Thomas, vous demandez de signer un papier comme quoi c'est avec exigence de sa part que vous lui avez appliqué ce dépassement. Moi, je pense vraiment, si vous voulez vraiment vous protéger complètement, il faut faire l'équivalent d'une facture dans les séances où vous facturez un DE, que vous imprimez avec le montant et avec l'exigence du patient, exigence de lieu, exigence d'horaire, et que vous faites signer. C'est une démarche supplémentaire, mais ça va vous protéger. Après, on a une question sur la Mézières qui a des séances longues. Alors, la Mézière, les séances Mézières sont un peu à part parce qu'effectivement, les séances sont de l'ordre de 45 à 60 minutes. Or, une séance de kiné telle qu'elle est décrite dans la Convention, c'est de l'ordre de 30 minutes. Donc, il y a eu de nombreux litiges avec les méthodes Mézières. On a donc de la jurisprudence au niveau des tribunaux qui ont réussi, pour le coup, pour Mézières, à faire admettre qu'il était possible de faire une séance NGAP à laquelle on ajoute un acte à chaîne parce que justement, il y a un temps de séance qui est différent, qui est plus long, et que du coup, ils ont estimé que ce supplément de temps correspondait à un acte de prévention. Mais c'est la seule exception, finalement, c'est pour l'instant le cas des mésiéristes. Tout à fait. Il y a même une circulaire CNAM qui explique ça. Alors, elle date, hein. Elle a 25 ans, cette circulaire, mais elle existe. Donc, si un patient veut venir toujours le même jour dans la semaine, peut-on appliquer un DE? Alors, c'est plutôt une exigence d'horaire, mais si c'est Oui, toujours le ça rentre même dedans. jour, ouais, je pense aussi que ça rentre dedans. Pour en avoir déjà échangé en CPD, ils considèrent justement que ça fait partie des exigences d'horaire parce que ça nous bloque au niveau des agendas, ça ne permet plus de s'adapter aux autres patients. Et en fait, c'est accepté. C'est une exigence. Peut-on recevoir un courrier de niveau 2 ou 3 avant le niveau 1 ou cela se fait-il forcément dans l'ordre? Alors, en fait, ce qui s'est passé à Paris, c'est que les trois types de courriers ont été envoyés en même temps. Et selon votre cas, où vous situiez dans le curseur, vous aviez soit un courrier de niveau 1, soit un courrier de niveau 2, soit un courrier de niveau 3. Donc, vous aviez un petit nombre de kinés qui avaient un courrier de niveau 3, un nombre moyen de courriers de niveau 2, et quasiment tout le reste, parce qu'il n'y a qu'un seul kiné à Paris qui ne fait pas de DE, félicitations à lui, quasiment tout le reste qui recevait le courrier de niveau 1. Les actes à chaîne, type gyne d'entretien, peuvent-ils être pris en charge par les mutuelles? Bah ça dépend des mutuelles. Mais oui, ça arrive. Après, on parle plutôt de complémentaire santé, hein, pour être vraiment précis, mais oui, il y a des scènes de complémentaire santé que vous pouvez faire entrer la gyne d'entretien dans les médecines douces, qui regroupent ostéopathie, etc. Donc certaines ont des forfaits annuels et on peut faire entrer ça parfois, oui, dedans. Qu'est-ce que veut dire DE CPAM acceptable? Eh ben, en fait, ça veut Rien pas dire dire. grand-chose. On sait qu'il y a des tolérances qui existent à Paris, ça c'est sûr, dans certaines zones qui se créent de facto, mais qui sont jamais écrites en fait. C'est ça le souci, ça reste des tolérances. Et demain, un patient se plaint dans cette zone, vous ne pourrez pas argumenter en disant bah oui, mais il y a une tolérance dans le coin qui dit que je peux faire 30% de DE sur mes patients. Si le patient s'est plaint auprès de l'ordre, la CPM elle dira hop hop hop, nous on n'a jamais dit ça. Donc c'est pour ça que nous, on demande un cadre clair et identique pour tout le monde, parce que enfin, vous êtes en insécurité et vous êtes en insécurité. Alors évidemment, on sait que les CPM tolèrent des choses, mais au moins de problème, la tolérance, elle disparaît en fait. Est-ce que les DE et les HN sont remboursés par les mutuelles? Bah là, c'est pareil, ça dépend des contrats. Donc ça peut, comme ça peut ne pas. Exactement. En tant que rééducateur vestibulaire, j'ajoute un acte diagnostic en HN avant chaque prise en charge. Cet acte m'est imposé par la loi Kouchner. Alors, ça m'étonnerait que ce soit imposé par la loi Kouchner. Pareil, je n'ai pas cette notion dans la loi Kouchner. C'est pas cette notion. Bah, du coup, j'irai chercher un. Pareil. Après, Par contre, potentiellement facturer un HN, un acte isolé supplémentaire parce que vous avez pris plus de temps. Alors, le bilan, il existe dans la nomenclature, donc c'est pas vraiment un acte en nomenclature. Donc c'est un peu limite. Mais vous c'est pourrez plus plus que limite. facilement le justifier que si vous faites un HN à chaque séance. Donc,
Vas-y, Astérène, hein, tu peux Ouais, compléter, c'est mais plus que limite parce qu'effectivement, on a le bilan. Le bilan est clairement défini dans la NGAP. La fréquence de facturation des bilans est définie. Or, dans le texte, le bilan est enrichi au fur et à mesure des séances et il est revu un peu en permanence au fil de l'eau. Donc, facturer un bilan à chaque séance en HN, au niveau de la caisse, à mon avis, ça passerait pas s'ils s'en rendaient compte. Ça serait difficile de justifier en fait l'usage du HN. dans notre secteur, beaucoup de cabinets proposent systématiquement du DE aux étudiants et leur affirment que c'est complètement légal, alors que les deux conditions ne sont pas réunies. Alors Comment ça, expliquer à nos c'est étudiants? ouais, ça, le problème des étudiants et de ce qu'ils peuvent voir sur un terrain de stage, c'est quelque chose dont on a bien conscience et on a eu beaucoup déjà de remontées là-dessus, parce que derrière, c'est assez problématique, y compris dans les zones qui sont nos prioritaires et qui cherchent après des assistants, donc, ou des remplaçants, donc souvent des jeunes diplômés, qui du coup ont pratiqué sur les terrains de stage et donc vont vouloir reproduire la même chose dans des cabinets dont c'est pas forcément l'usage. Donc, quand vous êtes dans une zone où vous avez du mal à trouver un assistant, s'il a le choix entre un cabinet qui pratique le DE et un autre qui ne le pratique pas, bah, il va plutôt aller vers le cabinet qui le pratique, même s'il sait que la pratique n'est pas conforme à la législation, mais il aura des meilleurs revenus. Et donc, les étudiants remontent aussi cette notion de pression en disant, mais nous, on n'a pas envie de le pratiquer, mais si on ne le pratique pas, on ne nous embauche pas dans les zones non prioritaires. Donc c'est une vraie problématique entre ceux qui le pratiquent et le pratiquent pas sur certains terrains. Ben voilà, il faut juste expliquer malheureusement, enfin, comme on vient de le faire là, hein, le cadre, c'est quoi la loi et les risques qui sont encourus, hein. Malheureusement, c'est toujours pareil, hein, pas vu, pas pris, mais le jour où vous êtes pris, attendez-vous à avoir une grosse tape sur les doigts. Si le Sachant patient qu'après, exige... que ce soit des Vas-y, vas-y. jeunes ou des qui arrivent et qui disent mon titulaire m'a pas laissé le choix ou on m'a appris comme ça ne sert absolument pas d'excuse. C'est-à-dire que tout le monde est censé connaître la législation et chacun est responsable de ses propres pratiques. Donc celui qui pratique du DE est responsable de sa pratique à lui, pas de celle du voisin, du titulaire, du stagiaire, du tuteur ou de qui on... Si le patient exige l'utilisation de telle ou telle machine ou de telle ou telle technique, DE, HN ou rien. Rien. Voilà, malheureusement rien. Le DE, c'est vraiment une exigence de lieu ou d'horaire. Le HN, c'est vraiment pour des actes qui ne sont pas dans la nomenclature. Je rappelle que la nomenclature générale des actes professionnels, c'est pas le remboursement de méthodes ou de techniques, c'est vraiment des actes de rééducation, des conséquences des affections. Donc c'est lié aux affections que vous traitez, aux pathologies que vous avez, aux patients, mais finalement, une technique, une machine ne justifie pas un DE, ne justifie pas un HN. Alors, on sait qu'il y a des commerciaux hein, qui vous vendent le fait que la machine, elle coûte 40 000 euros, mais bon, vous pourrez facturer un petit dépassement ou un petit HN à vos séances en plus pour compenser le prix. C'est un discours qui est truqué, qui est pas vrai. Euh, légalement, ça ne rentre pas dans les clous, pas du tout. De la même manière, il y a certains commerciaux qui vous vendent le matériel comme étant du coup une technique de hand-off qui vous permettrait de laisser votre patient en autonomie pendant que vous vous en occupez d'un deuxième. Là, c'est pareil, hein, c'est pas raccord avec la NGAP pour laquelle le temps de prise en charge individuelle par patient est clairement défini. Et je pense que vous êtes quand même assez nombreux à savoir qu'actuellement, il y a aussi des procédures en cours sur les suractivités. Donc attention à ça, les marchands de tapis. Bonsoir, j'ai Les une question concernant commerciaux. la facturation de mon bilan. En effet, je suis kiné proposant une spécialité. Cette spécialité suppose des frais de formation, DU et autres, et de matériel. Les prescripteurs attendent des bilans complets. J'y passe donc 45 minutes à 1 heure parfois. Comment facturer ces bilans de la meilleure façon afin de m'y retrouver? DEHN, quelle prise en charge éventuelle pour ces frais par le patient, remboursement ou pas? Et merci pour vos réponses. Eh ben, c'est la même problématique que tout à l'heure, c'est que dans la NGAP, les bilans figurent. Donc, si vous effectuez un bilan pour un acte qui figure dans la NGAP, vous devez vous référer aux cotations des bilans. Le bilan peut effectivement prendre parfois plus de temps, mais il peut s'effectuer au fil de l'eau sur plusieurs séances de façon à diluer le temps de prise en charge. Mais il n'y a pas moyen de le facturer en DE, il n'y a pas d'exigence de la part du patient pour le coup, et en HN non plus, puisque c'est rattaché à un acte figurant dans la NGAP. Donc c'est dommage pour les formations, c'est dommage pour le temps passé, mais il n'y a pas de cadre légal qui permette de facturer ça
sauf éventuellement à faire un bilan isolé pour lequel la tarification est différente, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de séance derrière. Le cadre est vraiment très contraint, hein, vous l'avez compris. C'est pour ça qu'on essaie de le faire changer. Vous pourrez facturer un HN que si vous justifiez quelque chose de supplémentaire, type de la prévention, des choses de ce genre-là, qui sont vraiment en supplément de la séance finalement que vous avez fait initialement. Mais aujourd'hui, un bilan plus complet, finalement, ça relève du tarif Sécu. Il n'y a pas de tarif bilan simple et bilan complet, quoi. Si pour prendre un patient à une certaine heure, je dois déplacer un autre patient qui avait rendez-vous à l'heure souhaitée, peut-on prendre un DE? Ben, dans le cas où le patient a exigé un horaire particulier qui a fait que vous avez déplacé d'autres patients pour le satisfaire à sa demande, ça rentre dans le cadre du DE. À partir de quand le complément d'honoraires peut-il être mis en place? Si vous parlez là de ce dont Thomas vous a exposé en fin de présentation sur nos revendications conventionnelles, c'est quelque chose pour lequel on bataille, mais on n'a aucune idée de à quel moment on obtiendra gain de cause et si on l'obtiendra. On espère, Nous, on pousse, mais on n'a pas voilà, de date. c'est une lutte actuelle. On espère vraiment que ça passera parce qu'aujourd'hui, on a bien compris qu'ils avaient plus personne d'argent à nous donner. En tout cas, au niveau gouvernement, au niveau État, au niveau Sécu, il n'y a plus d'argent. Vous l'avez bien compris. Voilà, vous ouvrez les actus et voilà. Euh, bah d'accord, vous n'avez plus d'argent, laissez-nous faire des compléments d'honoraires. C'est aussi simple que ça. À partir de quel pourcentage de DE par rapport à notre activité le DE est abusif en nombre et en montant? Ben, il n'y a rien de défini, c'est CPAM dépendant en fait, c'est seuil d'alerte. Il y a pas de règle, Voilà, dans l'Aisne, ce pas de sera à réponse. partir du 1er%. Et dans d'autres régions, enfin, à partir du moment où ça dépasse un tiers, vous êtes sûr d'être hors clou. Mais ça dépend vraiment des endroits. Alors, je vous invite à vous rapprocher de vos représentants départementaux qui pourront plus librement échanger avec vous de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 0%, en fait, le DE, il existe dans la convention, donc on ne peut pas vous reprocher de faire du DE sans vérification, puisque vous pouvez très bien facturer du DE parce que vous avez des patients qui existent des horaires, qui existent des lieux, etc. Donc on ne pourra pas vous dire, ah bah, vous avez facturé un DE, c'est pas bien. Non, vous pourrez le justifier. Et à partir du moment où ça paraît pour la gastro systématique, que ils pourront vous demander des comptes, mais malheureusement, il n'y a aucun chiffre. Et toutes les tolérances peuvent exister, elles ne sont pas écrites. Vous les verrez jamais écrites. Si je sais que certains patients ont une mutuelle qui rembourse les soins de kiné à 250%, est-ce que je peux mettre un DE sur ces séances pour ces patients ou est-ce que c'est une discrimination? Alors, c'est pas autorisé parce que c'est pas une exigence du patient et c'est assez discriminatoire d'aligner nos tarifs sur les capacités financières des patients. On sait qu'effectivement, il y a des DE dans les cliniques qui sont pratiqués en fonction de la mutuelle des patients, mais c'est pas non plus Après, une pratique souhaitable. quand je vous ai parlé de refus de soins discriminatoires, on sait très bien que c'est des choses qui ont été mises en place parce que, notamment du côté médecin, il y avait des médecins qui refusaient les CMU parce qu'ils ne pouvaient pas faire de dépassement, qui refusaient les ALD parce qu'ils ne pouvaient pas faire de dépassement, etc. Donc c'est surtout mis en place par rapport à ça. Après, si vous vous entendez avec votre patient en bonne intelligence, c'est qu'il vous signe un papier comme quoi il est d'accord pour son DE, moi je vous dirai rien, je suis pas au courant. C'est pas hyper légal, on va dire. Je vais couper l'enregistrement, hein, pour cette réponse. Sur Annecy, quasiment tous les cabinets font du HN en plus de la séance et c'est affiché dans la salle d'attente. Du coup, tout le monde est hors la loi. J'ai du mal à comprendre pourquoi la Sécu nous embête avec ça, étant donné qu'elle ne rembourse pas. Alors, c'est vrai que le HN ne figure pas sur la feuille de soins et que la Sécu ne le rembourse pas. Néanmoins, c'est quelque chose qui est défini dans notre cadre réglementaire et on est censé respecter les règles conventionnelles. Derrière, c'est aussi des plaintes des patients justement pour des questions d'accès aux soins, de financement et Et, d'usage. et en fait, ça fait partie des tolérances civiques, c'est-à-dire que sur Annecy, probablement que la caisse tolère que les kinés fassent du HN, parce que ça les arrange bien et que ça, voilà. Pour autant, si demain ils ont décidé d'avoir un kiné qui veulent le taper, ils pourront très bien diligenter un contrôle, vérifier l'affichage, donc ils appelleront la répression des fraudes qui fera un contrôle dans les salles d'attente.
et qui regardera l'affichage, elle contrôlera, elle enverra un courrier au kiné, etc. Puis s'il y a un patient qui se plaint, etc. Donc oui, tout le monde est hors la loi. Et le fait que tout le monde le fasse autour de vous, ça vous protégera pas, C'est ça. malheureusement. Sachant qu'avant, personne dans les dans province n'avait tendance à faire du DE et du HN ou de l'un à la place de l'autre en mélangeant un peu les noms. On respecte tous la convention, peut-être à l'exception de Paris, qui s'y mise depuis. Mais c'est vrai que maintenant, les choses se sont généralisées et c'est ça aussi qui amène les plaintes. C'est-à-dire qu'au début, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas de remontée de la part des patients. Maintenant, comme vous le dites, ça se généralise à Annecy, mais pas que à Annecy. Les patients commencent à tiquer, à râler, à se plaindre au niveau des caisses, et du coup, les caisses commencent à s'emparer de la problématique. C'est aussi pour ça que Paris a réagi avec les courriers l'année dernière. C'est parce que les autres caisses ont aussi commencé à dire que c'était pas possible de laisser certains territoires sans réaction, parce que justement, les mauvaises pratiques, entre guillemets, du coup, se généralisaient dans la France entière. Donc, c'est pas parce qu'actuellement, il n'y a rien qui se passe qu'il ne se passera rien. Et l'excuse de le voisin où tout le monde le fait, ça ne marche pas. Si le contrôle tombe dessus, il faut que vous soyez dans les clous. Sinon, c'est vous qui servez d'exemple. Quelles seraient les conditions de facturation du HN? Dans quel contexte, en dehors de la NGAP, peut-on facturer un HN, un massage bien-être, le traitement des cicatrices, des post-op soins esthétiques, mais quoi d'autre? Alors, bah, Les pour séances savoir, de gym, les cours de pilates, les cours de yoga, de l'APA, de la prévention, ce genre de hein, choses. tout ce qui vraiment n'est pas dans la nomenclature, tout ce qui est un peu soins, enfin pas soins annexes, mais activités annexes, voilà, qui sont de la prévention, du bien-être, mais même aussi la prévention, enfin la prise en charge des douleurs chroniques, hein. Maintenant, vous avez des cas très particuliers, des formations sur les douleurs chroniques, vous avez des patients spécialement pour ça, et donc ça rentre pas spécialement dans la NJAP. Ça peut être possible aussi. Voilà, on a une fiche pratique sur le HN à la FFM Care. N'hésitez pas à la demander et on vous la transmettra sans problème. On a aussi, d'ailleurs, j'y pense, une affiche pour les salles d'attente qui respecte bien toutes les obligations. Elle doit être dans la boîte à outils ou en tout cas disponible. N'hésitez pas à la demander, on vous la transmettra avec plaisir. Sachant qu'avant, c'est là qu'il y a eu un changement comme de paradigme, c'est que quand on recevait une ordonnance avec un prescripteur, on cherchait à trouver une façon de faire rentrer la prescription dans la NGAP, pour permettre un remboursement des soins par l'assuré. Maintenant, c'est vrai que les kinés ont tendance à faire l'inverse, à trouver en fait la faille pour que ça ne soit pas dans la case et du coup pouvoir faire du HN. C'est une évolution. Donc parfois, c'est une possibilité aussi en jouant sur les mots et sur les prises en charge. Le problème, c'est que les mutuelles ne remboursent pas seulement les DE et pas les HN, et le HN est un acte distinct, on se trouve donc obligé de passer en DE pour que les mutuelles et assurances soient pris en charge suite à accident. Bah, tout à fait, hein. Après, c'est un problème de remboursement. Il faut bien comprendre que les patients, parfois, acceptent tout à fait les dépassements pour ils s'y retrouvent, hein. Donc, ils sont prêts à payer 15 euros leur séance de cinéma. Vous inquiétez pas, ils trouveront ce qu'il faut pour un soin de qualité. Est-ce que les ondes de choc rentrent dans du HN si c'est noté sur l'ordonnance? Alors c'est pareil, les ondes de choc, c'est une technique. C'est pas ça qu'on cote. Donc on cote la pathologie. Donc si la pathologie est dans la NGAP, c'est pas du HN. Si la pathologie n'est pas dans la NGAP, c'est du HN. Je prends un patient par demi-heure, j'aimerais continuer comme ça, mais c'est difficile financièrement. Est-ce qu'il y a un temps minimum imposé auprès du patient? Est-ce que je pourrais dire, normalement c'était 20 minutes, si vous voulez une demi-heure, il y aura un dépassement, ou est-ce uniquement pour médier? Alors le temps octroyé à chaque patient, c'est de l'ordre de 30 minutes. C'est de l'ordre de. En jouant sur la notion de l'ordre de, il y a moyen de prendre les patients un peu moins et donc un peu plus sur le même volume horaire, mais ça ne justifiera pas un dépassement si c'est pour le garder 30 minutes, puisque 30 minutes est quand même la durée un peu standardisée là-dessus. Donc la jurisprudence, pour l'instant, effectivement, n'existe que pour Mézières, parce que vraiment les séances font 45 minutes à 1 heure. Et d'où notre revendication, hein. On a bien compris que les séances des actes aujourd'hui, c'était plus tenable, Mm. que pour être augmenté, c'est la croix et la bannière, et d'où on réclame ce complément d'honoraires, puisque c'est une solution immédiatement applicable pour tout le monde, pour faire face à la baisse de nos revenus, hein. C'est clairement le sujet.
Quelles sont Voir les plusieurs. informations à mettre sur le devis pour un HN? Ben, Alors ça, faut voir. Je vais vous répondre au doigt mouillé, mais il faudra vérifier avec les comptables. Mais il faut mettre toutes vos informations, votre vos numéros, ADELI, APPS. Il faut mettre que toute la TVA n'est, l'identification du professionnel ayant effectué les soins, c'est les ça, dates et les montants. exactement. Vous n'êtes pas Signature. soumis à la TVA parce que c'est du soin, donc TVA non applicable. Et vous êtes pas mal. Voir Voir plusieurs plusieurs patients dans patients. une résidence. Ouais, vas-y. Ouais, voir plusieurs patients dans une résidence pour personnes âgées avec un seul domicile à 2,50 € c'est pas honteux. Bah si, c'est honteux, Si. mais c'est pas faute de le réclamer. Le réclamer suffit pas pour obtenir, hein, mais bon. Après, quitte à aller voir plusieurs résidences, c'est un peu dommage de facturer celui qui a 2,50. On doit bien pouvoir en trouver un à 4 euros, mais effectivement, ça ne règle pas la problématique et ça reste honteux quand même. Est-ce que busquer, ça peut être assimilé à Mézières et avoir la même tolérance sur le HN? Bah, la jurisprudence, elle est faite pour Mézières. Donc, il n'y a pas de jurisprudence pour Busquet. Donc, il faudrait, s'il y avait un litige, aller jusqu'au tribunal et du coup faire valoir que c'est exactement le même raisonnement, la même problématique et que du coup, la jurisprudence doit s'appliquer de la même façon. Mais s'il n'y a pas de cas, on n'a pas la réponse, il n'y a pas de jurisprudence sur ce point. Est-ce que facturer un bilan intermédiaire en HN est toléré? Non. Malheureusement, non. Le bilan, c'est une facturation forfaitaire. Donc, le forfait correspond à tous les bilans que vous faites sur les 20 premières séances. Problématique du DEHN est-elle correctement expliquée dans les IFMK et sinon les syndicats ne devraient-ils pas sensibiliser les directeurs d'école? Bah, Ce serait. normalement, c'est expliqué. Normalement, c'est dit. Après, derrière, ils constatent qu'entre le discours qu'on peut leur faire à l'école ou via les syndicats ou les différentes interventions qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils constatent sur le terrain, il y a un fossé. Derrière, ils ont l'information et ensuite, ils pratiquent ben, comme ils souhaitent. Pouvez-vous donner les curseurs de DE à Paris? Eh ben, j'aimerais bien vous les donner, mais il n'y a rien d'écrit. Rapprochez-vous vraiment du syndicat de Parisien qui pourra mieux vous renseigner, parce que moi déjà, je les connais pas. Même moi, on me le dit pas. Je pourrais pas vous renseigner sur ça, malheureusement. J'ai une activité uniquement pédiatrique avec beaucoup d'exigences de patients car beaucoup d'autres prises en charge à côté. Je vois les enfants plusieurs fois par semaine, parfois toute l'année. Comment puis-je appliquer un DE pour ces patients? Alors, on est bien d'accord que le DE, quand on dit qu'il y a une exigence, c'est pas parce que le patient exige de venir à un horaire où il est disponible. Ça, c'est normal. C'est pareil, si le patient vous dit, ben, moi je travaille à telle heure et je voudrais venir en dehors de mes horaires de boulot, ça peut pas être considéré comme une exigence. Les gens peuvent pas se libérer forcément pile poil quand... Enfin, ça fait partie quand même des demandes qui sont considérées comme raisonnables. Après, effectivement, quelqu'un qui est lié avec beaucoup de contraintes et qui du coup imposerait un choix horaire précis, là, effectivement, c'est possible de facturer un DE pour ces patients-là. Et après, parfois, dans ces cas-là, c'est vrai que si on veut sortir du côté un peu trop systématique, au lieu d'appliquer un DE de 2 euros à chaque séance, parfois, il vaut mieux appliquer un DE de 10 euros toutes les 5 séances. Après, il faut bien comprendre que faire de la pédagogie auprès des patients, les patients, ils comprennent. Si vous, enfin, vous faites des soins de qualité, vous passez du temps avec les patients, vous expliquez, souvent, ça peut être bien accepté. Après, il faut passer le pas. C'est vrai que c'est une démarche où enfin, on n'est pas habitué, hein, nous, on est soignant, on a fait notre formation pour donner du soin et la partie facturation et dépassement derrière, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Mais voilà. Certains justifient d'un HN systématique 5 toutes les 5 séances pour éducation thérapeutique, thérapie manuelle, soins matériels spécifiques. Est-ce que c'est légal? Alors, tout ce qui est thérapie manuelle, soins matériels, formation, comme on en a déjà dit, ça ne justifie pas un HN. Après, s'il y a de l'éducation thérapeutique ou un acte de prévention ou autre chose qui est adjoint, ça peut être possible, mais à condition que ça n'empiète pas sur le temps de la séance. Donc il faut que ce soit un temps distinct en plus. On rejoint un peu Il la faut, logique de Mézières. le HN systématique sera beaucoup plus difficile à justifier qu'un HN très ponctuel qui pourrait être justifié par un temps dédié supplémentaire d'éducation thérapeutique ou autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose de distinct de l'acte de soin.
Donc ça ressemble à du dépassement déguisé tout simplement, malheureusement. Et sachant que dans ces cas-là, il va bien falloir avoir octroyé un temps distinct à votre patient. Donc ça va aussi, il va falloir le caser dans votre agenda. Il va y avoir quand même du coup une réduction d'activité en parallèle. Il y a un patient qui ne sera pas vu sur ce temps-là. Peut-on considérer qu'un patient qui choisit de venir faire sa rééducation dans mon cabinet est une exigence de lieu et donc donner lieu à un DE? Non, parce que là, il est libre de choisir son praticien. Ça, c'est fait partie des règles déontologiques et des droits Les- des patients. Ça, non, ça, c'est pas. Non, le fait qu'il Non, ait choisi, c'est pas, c'est pas une l'exigence, exigence. l'exigence de lieu, c'est vraiment pour les prises en charge à domicile, c'est-à-dire quelqu'un qui, où c'est pas médicalement justifié d'aller à domicile et vous y allez, ou alors quelqu'un qui est plus loin que, enfin, ou qui a un kiné plus proche de chez lui pour faire des domiciles, etc. On peut facturer un DE tous les séances de notre patient qui veut venir à 19 heures ou c'est que pour la première séance? Bah là, c'est pareil. Si 19 heures, c'est un horaire de travail habituel pour vous et que le patient ne peut pas venir avant parce qu'il travaille, c'est pas une exigence de sa part. Ça rentre pas dans le cadre. Si par contre vous avez l'habitude de finir à 18h30 et que vous allez terminer à 19 heures pour ce patient-là pendant le temps de sa prise en charge, mais qu'après vous allez arrêter de travailler à 19 heures, là, ça peut se justifier. Un DE en AT est-il remboursé par la CPM? Alors non, les dépassements sont pas remboursés par la CPM, donc même en AT. Si on propose une heure de séance, 30 minutes de conventionné, 30 minutes de HN, prévention, est-ce que c'est autorisé? Alors, ça peut être autorisé, mais il faut vraiment bien distinguer les deux séances. Et Après, que, là, dans donc, la mesure où il y a une prise en charge d'une heure et un temps qui serait vraiment spécifique, là, c'est plus facile à justifier le HN que quand le temps n'est pas clairement identifiable comme ça sur un agenda pour un temps spécifique. et après, il faut toujours pas oublier le devis. Le devis signé par le patient. Indispensable. euh, indispensable. J'ai un patient à la retraite qui veut venir le lundi à 11 heures parce que sa femme est en même temps chez le psy, mais il est en ALD. Je ne peux pas faire de DE? Ben, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. On ne peut pas faire de DE à un patient à la CMU. Par contre, en ALD, s'il a une exigence particulière de temps, si, le DE peut s'appliquer. Alors, rectificatif, apparemment, il y a plus d'un kiné parisien qui ne fait pas de DO. Félicitations, Ludwig, si c'est toi le deuxième. Quel est le texte qui indique que la chaîne ne soit pas en supplément d'une séance conventionnelle? Techniquement, la question. Alors, le HN, de toute façon, c'est un acte hors nomenclature. Donc, à partir du moment où vous avez un acte que dans la nomenclature, il est pris en charge. Il est pris en charge. Mm. Et pour justifier d'un HN, c'est un acte qui est forcément hors nomenclature et donc qui est forcément en supplément de l'acte qui est dans la nomenclature. Vraiment deux actes distincts. À qui envoie-t-on le devis supérieur à 70 degrés, Au 70 degrés, patient. 70 euros? Au patient, exactement. C'est le patient qui signe le devis et qui l'accepte ou Et pas. pensez bien qu'il doit être signé, hein. C'est pas juste qu'il faut la lui avoir donnée. Il faut en garder une copie avec la signature. Si un complément d'honoraires est accepté par la CPM gouvernement, dans quel délai cela arriverait? Eh bien, ça arriverait via un avenant qui serait signé par les syndicats représentatifs. Ben voilà, faut se réunir, faire des négociations, signer l'avenant et attendre 6 mois, puisqu'on est obligé d'attendre 6 mois pour tout ce qui est rémunération pour que ça s'applique. Donc malheureusement, ce ne sera pas immédiat, mais on travaille pour que ce soit le plus rapidement possible. Nous aussi, on est en burn-out dans les syndicats, vous inquiétez pas. Vu le travail fourni et le peu de réponses que l'on a, malheureusement. Sauf erreur de ma part, les manœuvres FPPB ne font pas partie de la NGAP. Un bilan vestibulaire intégrant une manœuvre diagnostique justifie-t-il un chaîne? Bah, les manœuvres, c'est pareil, c'est une technique, et donc ça rentre dans le cadre de la rééducation vestibulaire. La rééducation vestibulaire figure à la NGAP puisque c'est l'ARL 8. Donc, bah non, c'est pas possible. Donc le bilan est aussi rattaché à un acte NGAP, donc pas d'HN. Oui, du traitement des femmes enceintes qui durent même plus de 45 minutes dans mon cabinet et dont la cotation n'existe pas. Eh bien, je pense pas que être enceinte est une pathologie. Enfin, j'espère pas. Ni que ça justifie un temps de séance supplémentaire à celui des patients non enceintes pour la même pathologie.
Non, mais malheureusement, on se retrouve dans le même cas finalement peut-être que les patients neurologiques qui mettent du temps à s'habiller, à se déshabiller, à s'installer, etc., qui sont des contraintes d'organisation, des contraintes de temps. Et là, enfin, malheureusement, ça relève plus de la valorisation de nos actes et du temps passé dans ces actes que du dépassement. Mais là, en tout cas, ça rentre pas dans le clou des dépassements. Ce que tu décris là ressemble plus à une personne âgée qu'à une femme enceinte. Ah oui, non, mais je suis Je d'accord. suis Je pas dis sûre ça que plutôt pour les. dans ces cas-là, même les personnes âgées, on va se retrouver avec la même problématique. Je ne ciblais pas du tout les femmes enceintes et je m'excuse si vous avez sorti comme ça, mais c'était pas du tout le cas. Et pour le remplaçant, c'est titulaire utilise le DE de manière inappropriée. Le remplaçant qui suit les cotations utilisées peut se faire taper sur les doigts. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est celui qui effectue le dépassement qui est responsable de son propre dépassement. Donc, si le Vous êtes responsable. remplaçant fait un DE et que la période de contrôle correspond à celle du remplacement, c'est le remplaçant qui, du coup, aura la sanction. Puisqu'en plus, dans ces cas-là, le remplacé pourra fournir son contrat pour dire qu'il n'était pas en exercice et que, du coup, ce n'est pas lui qui a fait la facturation. Est-ce que je peux proposer des séances de 40-45 minutes à 30 euros, comprenant le temps de soins, facture montant conventionné sur une ligne, avec en plus un temps nécessaire à de la prévention, du massage décontractant bien-être, de la gym d'entretien, école du dos, etc., facturé en HN sur une autre ligne? Eh bien oui, on Oui, parce répète, que mais là, finalement, vous avez votre séance NGAP et en fait, vous avez effectué le même jour un deuxième acte en HN pour quelque chose ne figurant pas dans les NGAP. j'utilise une application d'anatomie pour expliquer aux patients leurs problématiques et je leur imprime ou tape parfois des protocoles de rééducation. Serait justifiable de facturer un HN? Non, vous êtes libre de votre technique et vous devez l'information à votre patient sur sa pathologie, sur sa prise en charge, sur les conseils d'exercice à la maison, etc. Ça fait partie de la séance. Quand les spécificités pourront-elles être prises en compte? Eh bien, c'est ce que nous portons via notamment notre proposition de loi que nous essayons de, voilà, de porter auprès des gouvernements pour reconnaître les spécificités d'exercice qui aujourd'hui ne sont pas reconnues. Je pense pas que ce soit via les dépassements qu'on y arrivera, peut-être plus par un forfait patientèle selon le type de patient que vous aurez, où on pourra valoriser les spécificités. Mais ça, c'est un travail en cours et malheureusement, voilà, on y travaille. J'ai bien compris qui on avait en face de nous, hein, c'est pas faute de proposer et d'argumenter, mais voilà, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Plutôt côté un bilan et une séance le même jour. Oui, Il faut le faire même. j'ai une piscine de rééducation. Très Bah, bien. tant mieux pour vous. Non, ça justifie ni DE, ni HN. Il y a une cotation spéciale pour la balnéo. Certes, elle est insuffisante, mais elle existe, donc je ne comprends pas la question. Il n'y avait pas de question. Question concernant les durées de prise en charge de nos patients. J'ai lu que la CPM avait diminué le temps de prise en charge à 20 minutes à la place des 30 minutes. Est-ce le cas? Alors, pas du tout. Alors, c'est dans la nomenclature que c'est précisé que les séances sont de l'ordre de 30 minutes, sauf certaines prises en charge spécifiques, hein, type BPCO par exemple. C'est dans certains contrôles où ils ont décidé d'être, je sais pas si on peut dire gentil, mais de compter le nombre de patients et de diviser par 20 minutes pour se refaire une journée, mais ils ont certainement pas diminué les durées des séances, en tout cas dans les textes. Et si notre bilan comprend une partie entretien motivationnel et conseils de prévention, du coup, est-ce que dans les clous, si on rajoute un HN au tarif sécurité sociale? Alors, c'est toujours pareil, ça peut se justifier si vous prenez plus de temps qu'une séance normale, si vous faites assigner un devis au patient, qu'il l'accepte et qu'il y a vraiment voilà, quelque chose de supplémentaire à votre séance et bilan conventionnel. Sinon, vous êtes finalement, c'est un dépassement déguisé. Est-ce qu'un acte HN d'éducation thérapeutique et validation des acquis demandé toutes les 5 séances permettrait de mieux justifier le HN en cas de contrôle? Alors, l'éducation thérapeutique, ça peut. Validation des acquis, vous êtes censé, dans le cadre de votre prise en charge, suivre les progrès de votre patient et s'il a retenu les exercices que vous lui avez montrés préalablement, si c'était le cas. Si je fais une séance de 1 heure, puis-je alors compter 2 séances de 30 minutes?
Non, on Non. a déjà du mal à faire valoir les deux séances le même jour qui sont devenues un peu plus restrictives qu'avec la jurisprudence de 2009. Deux séances pour le même motif, là, c'est absolument pas possible. Je suis Si un je patient en suis distanciel via une appli, par exemple, puis-je facturer un chaîne? Non, il y a maintenant les cotations pour le téléconsultation. Quel est le motif de la caisse pour une procédure en suractivité? Peut-on allouer à chaque patient? Alors, suractivité, il y a des contrôles en cours, ils prennent au-delà de 42 patients par jour. En fait, ils considèrent qu'au-delà de 42 patients par jour, vous ne pouvez pas consacrer le temps nécessaire à ces Ça, c'est un peu patients. pareil, c'est un peu CPM dépendant. Ça va entre les caisses entre 30 et 45. Effectivement, le gros des CPM, c'est à partir de 42. Effectivement, il se base sur le temps alloué à chaque patient, sachant que le temps de travail pour une journée de kiné n'est pas défini, mais qu'il y a un avis du Conseil d'État qui, du coup, s'était prononcé sur 15 heures à ne pas dépasser pour que les séances restent de qualité, car nous sommes humains et nous ne passons pas nos 24 heures de travail, enfin, à travailler par jour. Donc sur la base de 15 heures, avec cette notion de l'ordre 2, il y a des caisses qui le prennent au sens strict, donc 30 minutes. Donc 15 fois 30 minutes, on arrive à 30 patients. D'autres qui ne veulent pas rentrer dans le débat du de l'ordre 2 et considèrent 20 minutes par patient, donc on arrive à un total de 45, sachant après que certaines voilà, considèrent aussi 20 minutes par patient, mais plutôt sur 10 heures. Donc on est dans cette marge de manœuvre-là. Sachant que donc pour les contrôles de suractivité, tous les actes qui sont faits au-delà de ce seuil-là sont considérés comme des actes fictifs et donc on est dans des dossiers pour fraude et non pour faute. Le fuel a augmenté de 200 euros par mois. Si les descends de 1 degré ma piscine de rééducation, mes patients ne sont pas contents. Je ne peux rien faire. Eh ben, il va falloir attendre le 1er janvier pour l'augmentation des cotations de balnéo, mais malheureusement, il n'y a pas de, légalement, on n'a pas de possibilité à vous proposer. Sinon, ils font comme dans la mer en Bretagne, ils mettent une combi. Mais tout le monde n'est pas breton, Stan. Est-ce vrai que les Un choix. HN, les prélèvements obligatoires, ne sont pas les mêmes que pour les soins conventionnés? Alors, tout à fait. Il faut savoir que la sécurité sociale, en tant que praticien conventionné, participe à vos cotisations d'assurance maladie que vous voyez sur l'URSSAF. Donc, elles sont à 0,1% parce que l'assurance maladie participe, prend 9,7%. Donc, pour tout ce qui est HN, donc soins non conventionnés, hors nomenclature, ça passe à 9,8%. Donc c'est vous payez plus de cotisations, d'où le fait que vous êtes à tarif libre et que vous devez tenir compte de ça pour fixer vos tarifs. Si un patient vient sans prescription pour une prise en charge, peut-on appliquer un HN? Je pense effectivement à certaines formations qui vous proposent du suivi sportif. Alors, s'il vient sans prescription pour une prise en charge, si elle est dans un cadre thérapeutique, vous ne pouvez pas pratiquer sans prescription médicale, sauf à être dans les départements qui sont en expérimentation CPTS ou dans le cadre de l'accès direct dans les MSP par exemple. Sinon, si c'est du thérapeutique, il vous faut quand même une prescription. Par contre, effectivement, si on n'est pas dans une prise en charge de cet ordre-là, mais qu'on est plus dans du suivi, du sportif, du coaching, etc., effectivement, là, il n'y a pas besoin de prescription et on est clairement dans un contexte de hors nomenclature. Est-ce que si suite au premier courrier de la Sécu, j'ai cru qu'on avait un mois pour se remettre dans les clous, on arrête les dépassements systématiques, HN ou DE, la Sécu arrête toute action sans sanction? Oui, tout à fait. Si vous avez corrigé, vous Mais avez par contre, diminué vos DE. ouais, ils ont tendance quand même, même si vous l'arrêtez, à s'assurer que vous ne l'ayez pas arrêté de façon temporaire. Donc souvent, ils requestionnent au cours de l'année en cours. Et effectivement, si au cours de l'année en cours, ils remarquent que les pratiques se sont remises en place, et ben, vous retrouvez le même type d'envoi et la même procédure d'investissement que lors du premier courrier. Si une patiente souhaite une femme dans un cabinet mixte, peut-on appliquer un dépassement? Ah non, il n'y a pas de dépassement pour le sexe du kiné. Pareil, ça reste le libre choix du praticien. Finalement, le patient peut choisir le ou la praticienne qu'elle souhaite. Quand un patient demande un horaire précis, il est donc possible de faire un DE. Comment se protéger vis-à-vis du patient? Eh bien, déjà en lui expliquant avant d'appliquer le DE pourquoi vous l'appliquez et que c'est bien pour une exigence de sa part par rapport à un horaire ou à un lieu.
et éventuellement lui demander, du coup, comme vous avez dit Thomas, de signer un document comme quoi il a été informé et qu'il accepte. C'est pas obligatoire hein, de Mais c'est faire pour ce ce que type de ouais. document. Moi, je pense que si vous le faites, vous êtes protégé complètement. Voilà, vous serez serein dans votre pratique. Alors, je vous préviens d'avance, il est 21h55, on arrêtera le webinaire à 22h. Il y a encore pas mal de questions qui viennent au fil de l'eau. Ça commence à se répéter. Mm. On vous donnera nos mails. Moi, je vous donnerai Oui. mon mail dans le chat. Vous pourrez continuer à poser vos questions. Éventuellement, on essaiera d'y répondre sans aucun problème. Si on fait Si on un fait acte un... de question Vas-y. thérapeutique associé à nos séances en ordre nomenclature, est-ce qu'on est dans les clous? Bah, il ne faut pas que cela impacte sur le temps de votre séance. En l'absence de HN, alors que nos formations sont onéreuses et fréquentes, un exercice seul en Île-de-France, 2 patients par heure, je ferme. On a bien conscience de ça, que c'est compliqué, le modèle économique. C'est pour ça qu'on a des revendications pour développer le complément d'honoraires et qu'il soit applicable sereinement, parce qu'en effet, ça devient impossible. De plus en plus de confrères établissent un forfait de début de prise en charge en HN et le justifient par de l'action thérapeutique. Est-ce possible? Bah, s'il y a réellement une action thérapeutique qui est faite et sur un temps dédié, oui, c'est possible, c'est un HN. Mais par contre, effectivement, on a des remontées comme quoi certains cabinets se mettent à mettre des forfaits pour accepter de prendre le patient en charge. Et là, effectivement, là, on n'est ni dans du HN ni dans du DE et on est dans une prise en charge qui, si la caisse devait en avoir connaissance, ne serait pas conforme. J'ai vu une question dans le chat et j'y réponds. Les replays du webinaire sont disponibles sur le site de la FFMKR. Donc oui, vous pourrez revoir ce webinaire sans problème. Après une formation en thérapie manuelle, puis-je faire une séance en HN ou est-ce considéré comme une technique de pratique? Eh Eh bien, bien, la c'est réponse est dans pratique la si le question. patient a une prescription pour une pathologie et que du coup, c'est un de vos moyens thérapeutiques, vos techniques. Si par contre, le patient vient en dehors de ses prises en charge parce que, effectivement, il souhaite une séance de thérapie manuelle. Si c'est dans un cadre de prévention, ben, il n'y a pas de problème, vous le faites dans la chaîne et sans prescription. Si par contre, il a une prescription, parce que c'est du thérapeutique, et ben effectivement, vous ne pouvez pas accepter de faire de la chaîne parce qu'on est du coup dans le cadre de la convention. Un DIU peut-il entraîner un DE? Alors malheureusement, Non. aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de valoriser les formations que vous faites. C'est malheureux à dire, mais vous avez une obligation déontologique de vous former et vous ne pouvez pas valoriser cela. Puis-je prendre un patient seul et 20 minutes en autonomie avec un programme d'exercice? Oui, mais vous ne pourrez facturer qu'une seule séance et pas de HN. Peut-on faire un affichage qui permet de valider automatiquement l'acceptation du devis suite à la validation de la prise d'un rendez-vous? Alors, un affichage seul n'est pas suffisant. Un devis, c'est vraiment un document écrit ou alors, peut-être avec numérique avec une tablette pour faire signer, mais il faut vraiment qu'il soit signé et conservé. L'affichage ne sera pas suffisant seul. Euh, Je souhaite créer une structure orientée bien-être et récupération. Si demain j'ai un patient qui vient pour un acte hors nomenclature que je propose, je dois uniquement lui faire payer un HN. Tout à fait. Il ne s'agit pas d'un patient, mais d'un client lambda sans ordonnance. Tout à fait, ça devient un client, en effet, qui vient pour des séances bien-être, pour massage bien-être. Facturer un HN ou facturer une facture classique, et ce n'est pas un soin conventionné. Y a-t-il un nombre de patients à ne pas dépasser par jour pour ne pas être contrôlé par les caisses? Bah, ça, c'est CPM dépendant. Pour être sûr de ne pas être contrôlé, du coup, ça serait 30, mais jusqu'à 42, 45, ça peut passer. J'ai des patients qui viennent pour une prise en charge post-sleeve ou autre chirurgie pour perte de poids. Le médecin demande du renforcement. On peut faire du HN pour éducation ou prévention. Alors tout à fait, en fait, ce sont des actes, des affections qui ne sont pas dans la NGAP et qui donc relèvent du HN puisque c'est hors nomenclature. Alors,
Où trouve-t-on notre décret de compétence? On le trouve sur Légifrance. Je n'ai pas le lien ici. Est-ce que les séances en viscérale ou en micronutrition sont facturables en HN? Alors, il faut toujours respecter le code de déontologie. Donc, je pense que, il y a une circulaire de l'ordre hein, qui dit que l'ostéopathie viscérale est interdite par les kinés. Micronutrition, je ne sais pas. Il faut vérifier, puisque vous devez toujours exercer selon les données actuelles de la science. Dans le cabinet où je travaille, les titulaires veulent faire un DE pour tout le monde qui utilise la balnéo facturée par les titulaires. En cas de contrôle, qui est responsable? Ce sont mes patients, je ne touche pas d'argent, mais je suis au courant, eux ou moi. Je suppose que vu la question que vous devez être en assistana. En assistana, vous facturez les séances sous votre propre identifiant. Et je pense qu'elle doit rétrocéder les DE. En fait, le Oh, problème, c'est que vous êtes responsable de votre facturation, c'est vous qui exactement. facturez, et donc vous êtes responsable de ça. Donc malheureusement, vous, individuellement, vous pourrez être embêté par rapport à ça. Donc ça sera un DE en plus de la cotation balnéo qui serait intégralement restitué au titulaire? Ouais. Non, oui, c'est celui qui facture qui est responsable. On va prendre une dernière question. Euh, Est-ce que le formulaire de consentement de l'ordre peut passer pour un devis? Non. Un devis, c'est un devis. un devis, il faut bien qu'il y ait le montant d'affiché de la séance. Je pense pour vraiment faire un devis, faut prendre le temps de faire un devis. Hein. N'hésitez pas à passer un petit mail à votre comptable ou à votre aga pour leur demander un devis type, comment le faire pour que ce soit bien dans les clous. C'est Et ça. vraiment, voilà. Et le consentement de l'ordre avec la coche à remplir indiquant que les conditions tarifaires ont été données, ça ne suffit pas. Sur un devis, le tarif doit être clairement indiqué. Je vous fais tant pour tant de séances, etc., etc. Ça doit être précis. Je vous mets dans le chat mon adresse mail. Je mets la même. euh, et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Vous l'avez compris, le cadre des dépassements, aujourd'hui, il est très contraint, il est assez limité. Vous l'avez compris aussi, j'espère, que nous, on demande à élargir ce cadre pour que ce soit possible pour le maximum de personnes, qu'il n'y ait pas de différence territoriale dans l'application des dépassements entre les kinés et qu'on puisse, enfin voilà, qu'on puisse exercer sereinement sans avoir la peur de faire bien ou mal les choses et qu'on puisse faire son travail convenablement, qu'on soit rémunéré à notre juste valeur. Et voilà. Donc j'espère que cette soirée vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimé. J'espère que vous avez trouvé des opportunités aussi, parce que malgré tout, il y a des opportunités qui sont ouvertes via le HN et qui peuvent voilà vous ouvrir des portes. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris tout le cadre, avec les risques aussi, et que voilà, vous pourrez exercer sereinement à partir d'aujourd'hui. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des précisions ou des compléments d'information plutôt que de faire des bêtises et de vous exposer effectivement à des risques. Et parce que dernier point, enfin, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on a quand même des gens qui vendent des formations qui racontent n'importe quoi. Et n'hésitez pas à nous poser des questions pour vous assurer de d'avoir les bonnes réponses, parce que il vaut mieux avoir les bonnes réponses plutôt qu'un contrôle de la Sécu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Vous étiez nombreux ce soir. On vous remercie beaucoup et à très bientôt pour d'autres aventures.